Voilà, des lignes rouges ont été tracées par Volodymyr Zelensky. En tout cas, cette nouvelle version, en tout cas amendée, a été rejetée sans surprise par les Russes. Le conseiller du Kremlin pour la politique étrangère estime il y a quelques minutes que le plan européen est à première vue totalement contre-productif et ne nous convient pas. Mathieu Mabin, bonjour, on vous retrouve en direct de Washington. Reste à savoir ce qu'en dira Donald Trump. Est-ce que l'on sait jusqu'où les Américains sont prêts à pousser Kiev pour rendre ce texte acceptable pour les Européens ? Alors, en réalité, ce qui s'est joué à Genève n'a rien d'un simple ajustement technique, on l'a compris. Et c'est pour ça que ce texte suscite autant de réactions de la part des Russes. C'est en fait un épisode tout à fait décisif, assez feutré, c'est vrai. On ne sait pas tout ce qui s'est dit à Genève, mais néanmoins fondamental pour la manière dont les États-Unis tentent aujourd'hui de remodeler le cadre des négociations autour de la guerre en Ukraine. Il faut quand même rappeler que pendant plusieurs heures, les représentants américains, ukrainiens et européens ont passé au peigne fin un document qui, dans sa première version, avait été, on le sait, perçu comme trop accommodant pour Moscou, pour être poli. En fait, disons les choses, la première version de l'accord demande une capitulation pure et simple de l'Ukraine. Et cette perception, elle n'était pas marginale, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elle venait autant du Congrès des États-Unis que de plusieurs capitales européennes, dont Paris au premier rang, bien sûr. Concrètement, le dialogue entre les diplomates américains et européens cherche deux choses. D'abord, éviter de placer Kiev dans une position impossible, où l'Ukraine apparaîtrait comme la partie contrainte de signer un accord qui institutionnaliserait en quelque sorte les gains territoriaux russes. C'est pour ça que la question de la souveraineté est à étudier de près. Pas de souveraineté sans intégrité territoriale, évidemment. C'est le seul vrai sujet, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ensuite, le dialogue consenti par Washington veut rassurer les Européens, au moins en apparence, leur laisser une porte de sortie diplomatique en quelque sorte, parce qu'il y a un vrai malaise côté européen à l'idée d'un plan de paix qui irait trop vite au risque de légitimer la force militaire comme outil de négociation, légitimer l'agression russe en fait. Même si à la fin, c'est vrai que c'est celui qui aura montré la plus grande force militaire qui finira par remporter le dossier. C'est la règle, mais les diplomates américains, eux, ont parfaitement compris que si le texte veut survivre politiquement, il faut rééquilibrer sa structure. Plus de garanties, plus de mécanismes de sécurité, plus de visibilité sur les obligations de Moscou, en fait. En réalité, Washington avance avec un objectif très clair, produire un cadre de discussion suffisamment attrayant pour que Moscou d'abord accepte de se rasseoir pour de bon à la table des négociations, mais suffisamment subtil pour que l'Ukraine n'apparaisse pas non plus totalement comme la partie qui recule. Parce que les Américains savent qu'un accord trop favorable à la Russie créerait un choc stratégique en Europe et un précédent qui entraînerait immédiatement une remise en question, ne serait-ce que de la crédibilité de l'OTAN, par exemple. Et au fond, Mathieu, comment est-ce qu'on peut comprendre, si c'est possible, la stratégie de Trump ? Il veut mettre fin au conflit, on l'a bien compris, il l'avait dit en 24 heures pendant la campagne, redéfinir l'architecture sécuritaire européenne à son avantage, se repositionner lui-même en arbitre du monde ? Vous avez absolument raison d'appréhender les choses de cette manière. La seule question qui compte, c'est que veut Trump ? Et c'est difficile d'être plus clair. La stratégie de Donald Trump en Ukraine dépasse largement la seule volonté de faire taire les armes. En réalité, ce que cherche le président américain, c'est à redéfinir le centre de gravité du pouvoir en Europe, tout simplement. Il ne s'agit pas simplement de mettre un terme à la guerre, mais de repositionner Washington comme la pièce maîtresse, l'arbitre incontournable entre Kiev et Moscou. Comme au bon vieux temps, j'ai envie de dire, en tout cas dans l'imaginaire trumpien. Et derrière cette ambition, il y a un calcul politique parfaitement assumé. Montrer que Trump peut résoudre un conflit que l'administration précédente n'a jamais su contenir. Il y a évidemment un coup de politique intérieur à jouer également pour Donald Trump, qui ne perd jamais ses enjeux de vue. Concrètement, Donald Trump veut casser la dynamique des négociations multilatérales telles qu'elles sont menées depuis 2022. Pour lui, le format à plusieurs voix, c'est-à-dire européenne, ukrainienne, américaine, dilue la responsabilité et donc l'efficacité. Elle ralentit la prise de décision et donne aux alliés européens
un poids qu'il juge tout à fait illégitime. Donald Trump est toujours en Normandie en 1944. Sa stratégie, c'est de recentrer toutes les discussions autour de la Maison-Blanche. Faire de Washington non pas un allié parmi d'autres, mais le seul acteur capable d'imposer un compromis. Et derrière ça, il y a aussi une vision beaucoup plus large. Utiliser l'accord de paix en Ukraine pour remodeler l'architecture de sécurité européenne. En d'autres termes, pousser les Européens à augmenter radicalement leurs contributions militaires, acheter des armes américaines, réduire la dépendance financière américaine à l'OTAN, économie budgétaire pour l'administration Trump, et inscrire dans le marbre une bonne fois pour toutes un rapport de force où les États-Unis gardent la main.